Gojo Satoru est dans la zone. Il se donne à 100% dans son affrontement contre Sukuna, le roi des fléaux. Satoru utilise de nouvelles techniques et montre qu'il est réellement l'exorciste le plus puissant. Il se donne tellement qu'on a l'impression qu'il a complètement oublié son fils par procuration, Megumi Fushiguro. Il déclare à Sukuna qu'il l'aura vaincu à mort avant que Makora ne s'adapte à l'infini et que sa roue tourne 3 fois. Mais est-ce que Gojo Satoru va réussir à vaincre Sukuna? Mais est-ce que le roi des fléaux ne cache pas des atouts qui risquent réellement de poser problème à Gojo Satoru? Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Jujutsu Kaisen. On va parler du chapitre 231 qui est très intéressant. Gojo et Sukuna, tous les deux, ne sont plus en mesure de déclencher leur extension du territoire. On passe au round 2 de l'affrontement qui est plutôt tourné vers le taijutsu. Sukuna utilise la roue de Makora pour s'adapter à l'infini. Le compte à rebours est lancé car lorsque la roue de Makora aura tourné 3 fois, ce dernier se sera adapté à la technique de Gojo Satoru. Il reste très peu de temps à Gojo pour vaincre Sukuna, mais le plus fort des exorcistes déclare qu'il aura vaincu le roi des fléaux avant que ce laps de temps soit écoulé. Qu'est-ce que prépare Sukuna et surtout pourquoi Sukuna a l'air d'être assez passif depuis le début de l'affrontement? Quel est le réel plan de Kenjaku et qu'est-ce qu'il prépare? On va théoriser sur les prochaines attaques potentielles de Sukuna qui pourraient lui permettre de récupérer l'avantage. Et on va théoriser sur le plan de Kenjaku. Ainsi, si tu veux tout comprendre concernant l'affrontement Gojo Sukuna et le chapitre 231, tu es sur la bonne vidéo. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo du très lourd arrive. On est sur la ligne droite de l'affrontement et croyez-moi, vous voulez pas louper ça. Venez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est pas grand chose et ça me motive de fou à continuer les reviews chaque semaine. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Stay dripped to the feet, night ticks on fleet. Fuck with it, fuck me, fuck shorty, fuck free. Ain't no killers, I'm just killing all these beats. Ain't no killers, I'm just killing all these beats. Stay dripped to the feet, night ticks on fleet. Fuck with it, fuck me, fuck shorty, fuck free. Ain't no killers, I'm just killing all these beats. Ain't no killers, I'm just killing all these beats. Dans ce chapitre, nous découvrons que Gojo Satoru est plein de surprises. Gojo nous montre un nouveau pouvoir qu'il est le seul à détenir. Son propre remake de l'éclair noir adapté à la technique de l'infini. Kusakabe demande au personnage si quelqu'un a déjà encaissé un coup de poing de Gojo. Est-ce que quelqu'un a déjà expérimenté un coup de Satoru avec son éclair bleu? Les coups de poing de Gojo sont renforcés par son énergie occulte, mais au moment de l'impact, le sort bleu absorbe à plusieurs reprises l'espace environnant. Petit rappel, bleu est la version renforcée de l'infini. Cette technique est le sous-produit amplifiant le pouvoir de l'infini et apportant l'impossibilité conceptuelle de la distance négative dans la réalité. C'est un pouvoir antigravitationnel qui crée une force d'attraction vers un point donné pour remplir le vide. Les coups de poing de Gojo sont donc renforcés par cette technique, les rendant extrêmement puissants. Yuta et Akari expliquent qu'après avoir encaissé l'un de ces coups, ils ont directement vomi. D'après Akari, les coups de poing de Gojo ne sont pas simplement plus forts, on a l'impression d'avoir été frappé par une contre-attaque alors qu'on s'était préparé à un coup normal. Jogo lui-même avait expliqué que ces coups ne sont pas juste chargés d'énergie occulte. C'était bien plus puissant que cela. À l'époque, Jogo ne comprenait pas ce qu'il se passait, c'était donc un foreshadowing de ces fameux coups renforcés par bleu. Jogo disait ainsi que les simples attaques physiques de Gojo étaient capables de les tuer, alors que ce sont quand même des fléaux de rang S. Uraume, après avoir encaissé le coup de Gojo, dira que même la technique d'inversion n'a pas pu soigner complètement les dégâts de cette attaque. Autant vous dire que les points de Gojo sont une technique extrêmement puissante. Cette technique de Gojo me fait un peu penser au point de Yuji. Et c'est pour cette raison que Nanami avait dit à Yuji de ne pas se comparer à Satoru. Nanami explique que Gojo est capable de produire des coups critiques extrêmement facilement alors que lui-même a du mal à les réaliser. Et rappelez-vous que la technique occulte de Nanami se base justement sur les coups critiques. On peut dire que c'est comme si chaque coup de Gojo est un éclair noir. Et rappelez-vous les dégâts que cette technique provoque. Bon, dans les reviews, on parle beaucoup de Gojo, mais parlons un peu de Sukuna. Il faut souligner que Sukuna a réussi à encaisser ses attaques extrêmement puissantes sans trop de dégâts. Le personnage a une résistance extraordinaire parce que malgré tout ce qu'il a subi, il encaisse les attaques de Gojo pour permettre à
à Makora de s'adapter. Je sais que beaucoup se demandent pourquoi Sukuna semble rester un peu en retrait durant l'affrontement. Gojo nous fait une réelle démonstration de ses capacités, mais Sukuna n'utilise que des techniques dont nous connaissons déjà l'existence. Mais alors, comment expliquer ce comportement de Sukuna? Je pense que Sukuna aborde ce combat d'une manière très tactique. Il faut dire qu'il fait face à l'infini, sûrement la technique occulte la plus puissante dans le monde de Jujutsu Kaisen. Sukuna est très intelligent et il a énormément d'expérience de combat. Il cherche à contrer l'infini afin de pouvoir attaquer Gojo à pleine puissance. Il faut dire qu'à cause de l'infini neutre, Gojo peut se protéger d'absolument n'importe quelle attaque. J'entends certains se demander pourquoi Sukuna n'utilise pas sa flèche de feu contre Gojo, mais la raison est très simple. À cause de l'infini, ce genre d'attaque ne touchera même pas Gojo Satoru. C'est pour cette raison que la stratégie de Sukuna s'appuie en grande partie sur Makora. Si Makora parvient à s'adapter à l'infini, dès lors, ce dernier sera à sa merci. Gojo ne pourra plus se défendre et Sukuna pourra utiliser son arsenal de techniques et tous les familiers de Megumi contre Gojo. Il y a un commentaire sur ma dernière vidéo que j'ai trouvé très intéressant. Si Sukuna utilise le familier Madoka, peut-être qu'il pourra venir à bout de la défense absolue de Gojo. Madoka peut complètement éradiquer l'énergie occulte contenue dans n'importe quelle technique occulte. C'est une capacité qui nous fait penser à celle de l'ange. La capacité de Madoka pourrait permettre à Sukuna de désactiver l'infini qui protège constamment Gojo. Cette théorie est très intéressante et pourrait se réaliser. Sukuna semble encore avoir des cartes dans sa manche et je pense que nous verrons cela dans les prochains chapitres. Aussi, il semblerait que Sukuna ne puisse pas utiliser l'extension du territoire de Megumi. Mais si Sukuna parvenait à l'utiliser, ce serait clairement la fin pour Gojo. L'extension de Megumi a un potentiel fou, car Sukuna, avec sa maîtrise et son énergie occulte, pourrait invoquer des milliers de familiers. Il pourrait invoquer une armée de Makora face à Gojo. Je pense que nous n'avons encore rien vu et les théories restent très nombreuses concernant les prochains moves de Sukuna. Alors, nous sommes finalement au second round et le combat se poursuit au corps à corps. Nous arrivons petit à petit à la fin de l'affrontement et les deux personnages semblent comprendre que c'est la ligne droite. Sukuna possède actuellement la roue de Makora sur lui-même, ce qui signifie que Makora s'adaptera à toutes les attaques que Gojo utilisera contre Sukuna. Le combat est vraiment très stylé et la chorégraphie est folle. Gege Akutami semble faire des petites références à Hunter x Hunter et à Naruto durant l'affrontement. Rien que par les dialogues, on a vraiment l'impression que les deux personnages s'amusent en combattant. Gojo traîne Sukuna dans la ville extrêmement violemment en utilisant bleu avant que ce dernier lui mette un coup de poing qui va le projeter sur un feu de signalisation. À ce moment-là, la roue de Makora tourne une nouvelle fois. Cela annonce que Makora est en train de s'adapter à l'infini. Sukuna explique que Gojo limite son utilisation de l'infini pour empêcher Makora de s'adapter. Mais l'adaptation se fait quand même. Dans ce chapitre, Gojo fait une constatation intéressante. Lorsque Sukuna utilise l'amplification du domaine pour toucher Gojo, la roue devient noire. Cela signifie que lorsque Sukuna utilise l'amplification du domaine, le processus d'adaptation de Makora est stoppé. Petit rappel, l'amplification du domaine est une technique anti-domaine qui enveloppe l'utilisateur dans son propre territoire afin de neutraliser toute technique occulte opposée avec laquelle il entre en contact. En d'autres termes, l'amplification du domaine est ce qui permet à Sukuna de porter des coups à Gojo et d'annuler l'infini qui protège constamment Gojo. Ainsi, lorsque Sukuna veut toucher Gojo, il est obligé d'utiliser l'amplification du domaine et par conséquent de stopper l'adaptation de Makora. Sukuna est dans une situation assez complexe car d'un côté, il doit encaisser les coups de Gojo pour permettre l'adaptation de Makora et de l'autre, il doit se défendre pour ne pas être tué par Gojo. Makora possède un serment maudit à propos de la rotation de la roue. Gojo nous apprend que la roue de Makora doit tourner complètement à 4 reprises pour s'adapter à l'infini. Et étant donné que la roue a déjà tourné une fois, cela signifie qu'il reste 3 tours avant l'adaptation complète. 3 tours avant que Makora ne surpasse la défense la plus puissante du monde de l'occulte. C'est un élément primordial car après ces 3 tours, Sukuna pourra enfin libérer toute sa puissance et toutes ses techniques occultes. Il pourra utiliser des techniques comme la flèche de feu qu'il a utilisé contre Jogo. En effet, si Gojo Satoru ne peut plus utiliser l'infini, le match va prendre une nouvelle tournure qui promet d'être très intéressante. C'est un réel challenge pour Gojo car il doit réussir à vaincre Sukuna avant les 3 prochains tours. Mais c'est aussi un challenge pour Sukuna car il doit encaisser les attaques de Gojo pour permettre à Makora de s'adapter. Et il doit faire tout ça en restant en vie. Les deux personnages sont ainsi sur la ligne droite de leur affrontement et on se retrouve la semaine prochaine pour voir qui aura pris
l'ascendant. La semaine dernière, vous avez été pas mal réactifs à la mini-théorie que j'ai évoquée concernant Kenjaku. Du coup, parlons-en. Et si Kenjaku était finalement bel et bien l'antagoniste final? Kenjaku prépare ce qu'il se passe actuellement depuis des siècles. C'est lui qui a appris à Sukuna comment répartir son âme dans des reliques maudites pour se réincarner. C'est lui qui a mis au monde Yuji Itadori afin qu'il soit le réceptacle de Sukuna, capable de contenir la puissance du roi des fléaux. Et si son plan est de manipuler Gojo et Sukuna afin d'en finir avec ces deux personnages? Kenjaku, comme vous le savez, possède la technique de manipulation des fléaux de Geto. Peut-être que si Sukuna est suffisamment affaibli par Gojo, Kenjaku pourrait l'absorber de la même manière qu'il a absorbé Maito. Si Kenjaku possède Sukuna en tant que fléau, ce serait un power-up de fou pour le personnage. D'un autre côté, Gojo, après son affrontement contre Sukuna, sera forcément extrêmement affaibli et incapable de combattre à nouveau. Par conséquent, il sera à la merci de Kenjaku. Kenjaku pourrait le tuer, ou alors, dans la théorie la plus folle, voler son corps. Imaginez si Kenjaku réussit à voler le corps de Gojo Satoru. Ainsi, par ses habilités, Kenjaku est vraiment trop dangereux. La seule personne qui pourrait le contrer a priori est Yuji avec son pouvoir de transfert de l'âme. Sukuna avait promis quelque chose à Kenjaku et nous ne savons toujours pas de quoi il s'agit. Je pense que le combat entre Gojo et Sukuna est très loin d'être l'endgame de Jujutsu Kaisen. Aussi, il y a un autre élément qui rend Kenjaku très dangereux. Kenjaku a désormais en sa possession Tengen. Son objectif est de faire fusionner Tengen avec la population japonaise afin de créer une nouvelle créature qui devrait dépasser le potentiel occulte. La traque mortelle était simplement une étape dans la réalisation de ce plan final. Avec cette fusion, Tengen deviendra comme un fléau alimenté par l'énergie occulte d'une centaine de millions d'individus. Il semblerait que tous les personnages dansent dans les mains de Kenjaku et j'ai hâte de voir le moment où il va intervenir. Voilà la team, c'était tout pour cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du chapitre et dites-moi vos théories. Ma vidéo sur Toji arrive aussi très rapidement et la review du prochain chapitre devrait sortir dimanche prochain. Merci à vous, restez sur vos gardes et je vous dis à très vite.